Bonjour, bienvenue sur Les Pas du Shiatsu, podcast francophone ouvert à tous les styles et toutes les écoles. Je m'appelle François-Olivier Louaille et je suis shiatsushi. Le shiatsu est communément en japonais désigné sous la forme de shiatsu do. Le do, c'est la voix. Donc ça nous informe sur plusieurs choses. D'abord que ça va être long, exigeant, mais aussi passionnant et sans fin et forcément transformateur à la fois de la pratique, de l'étude et de l'individu qui le pratique et étudie. Le shiatsu comme voie marquée par différentes étapes d'intégration de techniques et de connaissances, traversée par le doute, les transformations personnelles et finalement l'affirmation. Tel est le sujet que nous abordons avec Yvan Bell, fondateur de Ryoho Shiatsu. Bonjour Yvan. Bonjour François-Olivier, et bien content de revenir sur les pas du shiatsu, ce podcast ouvert à tous comme tu l'as dit et en ta compagnie. Cette fois, je pense que c'est pour un grand format. Et nous traitons ce sujet à partir de ton expérience d'enseignant, une expérience riche dans des environnements très différents. Bruxelles, le Malawi, plus récemment la Bosnie, sans parler des stages en France et à l'étranger. Tu as été au contact de quantité d'étudiants que tu as vus évoluer et qui parfois se rejoignent dans les difficultés qu'ils ou elles expriment. En fait, l'apprentissage, ce n'est jamais une expérience linéaire. Alors que l'apprentissage ne soit pas une expérience linéaire, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, à la base, les motivations sont très différentes d'un individu à l'autre. Il y a bien sûr ceux et celles qui veulent apprendre le shiatsu vraiment pour en faire un métier, mais je dirais qu'il y en a plein d'autres qui viennent pour des questions de direction dans la vie, de se chercher, donc de développement personnel. Une solution aussi aux douleurs qu'on peut rencontrer ou simplement la curiosité intellectuelle ou même physique. Par conséquent, ces étudiants, non, c'est sûr, ils ne passent pas par les mêmes étapes et ce ne sont pas les mêmes causes qui les poussent à étudier le shiatsu. Et puis, je dirais que ce n'est pas linéaire parce que on est des êtres humains, tout simplement. Et on connaît tous des hauts et des bas dans l'apprentissage et dans la vie en général. Il y a des moments d'enthousiasme et puis d'autres de découragement. Et puis, écoute, ça fait partie du processus. Il y a toutes sortes de phénomènes qu'on va rencontrer, d'émotions, de situations. Et c'est là qu'intervient la figure de l'enseignant. Lui, il a en charge quoi ? Le développement des personnes, la propagation et l'enseignement du contenu de sa formation. Et puis, il a, pour moi, en tout cas, un rôle important dans le maintien de la joie, du plaisir, dans l'enthousiasme des étudiants vis-à-vis de l'apprentissage du shiatsu. J'ai personnellement connu des enseignants qui n'avaient rien à faire de votre préférence ou pas, de votre présence, de votre joie, de votre enthousiasme. Ils développaient absolument pas ça, c'était pas leur problème. Et même, je dirais, de la pédagogie en général. La pédagogie, au passage, c'est pas vraiment une science qui vient de l'Asie, c'est quelque chose de très européen. En Asie, en Extrême-Orient en tout cas, on enseigne par l'exemple et la répétition, mais pas par des techniques spécifiques d'apprentissage qui sont étudiées et répertoriées pour faciliter justement l'apprentissage. On sait par exemple que l'enseignement se reçoit différemment selon si on est plutôt cognitif, auditif, kinesthésique. Donc on va passer plutôt par l'audition, l'intellect, le toucher, ou l'émotionnel d'ailleurs, ça fonctionne bien aussi pour certaines personnes. Et de facto, pour moi, un bon enseignant, ça va être celui qui adapte sa stratégie d'éducation en fonction de cela et en fonction de chacun des étudiants. Ce qui n'est pas facile parce que dans un même groupe, on peut avoir des modalités d'apprentissage différentes. Donc c'est un vrai gros travail. Mais pour revenir à ta question sur la linéarité de l'apprentissage, ça n'existe pas tout simplement. Tout d'abord parce que cette notion de ligne droite, c'est une construction mentale de l'être humain, de l'esprit, et dans la nature, on le voit bien, ça n'existe pas les lignes droites. Tu prends n'importe quelle rivière au monde, c'est plein de courbes, donc il n'y a pas de ligne droite, c'est que les êtres humains pour construire les autoroutes qui ont ça, ou les bâtiments. Donc on ne réagira pas de la même manière parce qu'on est tous issus d'une histoire personnelle différente et on a des expériences différentes dans la vie. Et donc on va avoir des réactions différentes et on ne vivra pas les mêmes choses avec la même intensité ou le même degré de compréhension, ça c'est évident. Enfin, en ce qui me concerne, pour enseigner un peu partout en Europe et en dehors, on n'a pas les mêmes codes culturels. Ce sont des codes différents. Il y a aussi clairement le contexte aussi de société dans le rapport au corps et le rapport corps-esprit. Alors, je m'explique. Lorsque je montre une technique manuelle, par exemple en Europe de l'Ouest, les gens s'enthousiasment, ils sont super contents, ils aiment ça. Surtout et avant tout parce qu'on est beaucoup dans le mental
et qu'on est pas mal coupé du corps. Un certain philosophe Descartes, je pense donc je suis, a pas amélioré les choses, on va dire. Si je fais exactement la même chose en Europe de l'Est, les gens me regardent comme si j'étais, un professeur, mais un peu simplé. Parce que ce sont des peuples qui vivent encore beaucoup dans le faire, dans l'action physique. Par contre, quand je parle des théories, eux, ils adorent. Ils adorent parce que pour eux, c'est nouveau, parce que je les emmène sur un nouvel espace intellectuel, et ça leur plaît beaucoup. Donc on voit bien que là, en faisant à peine 1000 km, on a des réactions vis-à-vis de l'apprentissage qui sont très différentes. Ceci étant dit, à un moment donné, l'étude du shiatsu ramène toujours tout le monde aux mêmes grandes étapes, parce que ça touche à l'humain au plus profond de ce que l'on a à l'intérieur. Alors ces grandes étapes de l'enseignement, parlons-en. Est-ce qu'on peut les comparer aux étapes qui existent dans la relation donneur-receveur d'un traitement de shiatsu ? Alors, ton rapprochement là est audacieux. Je ne suis pas sûr que l'on puisse comparer tout à fait les deux. Dans les étapes d'un traitement, on a la rencontre. Et ça, oui, c'est commun. La rencontre entre un praticien qui inspire la confiance et le savoir-faire qui lui est propre, c'est très proche de la rencontre avec un enseignant et un étudiant. L'étape de rencontre, c'est bon pour tout le monde, ça marche. Cette première étape, d'ailleurs, elle est intéressante parce qu'elle nous amène à nous poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un bon enseignant. Je vais faire une lapalissade. Au début, on débute. On connaît rien. On ne sait rien ni de la manière de faire, ni de la matière, ni de la technique. Il faut donc avoir des critères qui nous permettent d'évaluer un peu à l'avance, si c'est possible, la qualité d'un enseignant. Et pour ça, pour ma part, je dirais qu'il doit déjà être sympathique, souriant, ouvert, compétent, gentil, bien intentionné, et surtout qu'il ne cherchera jamais à prendre le dessus ou à enfermer l'élève dans une espèce de doctrine ou une vision des choses un peu restreinte. Alors c'est facile à voir, dès qu'il commence à fermer son champ d'exploration, à dénigrer les autres professeurs ou les autres manières de faire ou les autres styles, etc., là on est déjà dans de l'enfermement mental de l'étudiant et donc dans une forme de manipulation en fait. Bon, je laisse ça là et je laisse à chacun le soin d'y réfléchir. L'étape 2 qui me vient à l'esprit là, ce serait dans le traitement, c'est la capacité d'analyse de la situation du receveur en termes de santé physique, psychologique, émotionnelle. Et si on rapproche ça de l'enseignement, ce serait quoi ? Alors, probablement la capacité de l'enseignant à analyser le contenu de son cours, de faire des ponts entre les différents sujets, d'être capable d'ouvrir sur les autres techniques, de faire des rapprochements avec la science occidentale, par rapport à la médecine chinoise, j'entends, et surtout de comprendre comment tout cela peut s'articuler et se compléter les uns les autres. Dans l'analyse, il faut avoir l'honnêteté de dire, comme dans un traitement aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler dur pour trouver la réponse. Ça, c'est, à mon sens, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Ça ne décrédibilise ni le praticien, ni l'enseignant, en fait, selon la situation. Au contraire, moi, je pense que ça le rend humain, montre qu'il ne se prend pas pour un dieu ou un maître absolu, et que c'est juste un individu comme les autres, avec ses compétences et ses limites. On continue pour filer la comparaison. L'étape 3, pour moi, c'est clairement la partie technique du shiatsu, c'est-à-dire le traitement en soi. Ça requiert un savoir-faire, de l'écoute, on connaît tout ça, la maîtrise des mouvements, des principes, des gestes et de pourquoi on fait quoi. Là encore, le professeur de shiatsu doit pouvoir montrer la même chose en fait. C'est la raison pour laquelle, selon moi, un bon enseignant est aussi un praticien au quotidien. Sinon, son cours, à un moment, il est plus nourri par sa pratique. Il va rabâcher ce qu'il a appris il y a longtemps et puis surtout, il évolue plus et il devient un peu hors sol avec le temps qui passe. Il faut toujours ancrer l'enseignement dans la pratique, une pratique régulière du shiatsu bien concrète. Ça ramène sur terre à quelque chose de très concret, simple. Ça enrichit la personne parce qu'on va pouvoir amener des anecdotes, on va pouvoir amener des cas pratiques, on va pouvoir dire tiens, j'ai retrouvé ce cas que j'ai déjà traité X fois, mais là, par exemple, j'ai trouvé une nouvelle solution. C'est cette évolution et cette richesse-là que les étudiants vont apprécier en fait. L'étape 4, c'est la fin du traitement, éventuellement une sorte de bilan, et puis c'est surtout la notion importante de l'au revoir. On sous-estime souvent à quel point cette dernière notion, elle est importante, notamment dans la fin de la relation avec le praticien, mais aussi dans le cas de l'enseignement. Les deux protagonistes de la relation, l'élève et le prof, se quittent, ressentent de la gratitude, et se disent au revoir, et que ce sera avec plaisir de se revoir un jour ou l'autre autour d'un café ou dans d'autres circonstances. Mais en aucun cas, on ne cherche à maintenir plus ou moins de force le lien, ça n'a pas de sens. Donc il doit dire « je t'ai donné ce que je pouvais, maintenant vole de tes propres ailes, c'est ton travail, c'est ta vie ».
Et si tu as toujours soif d'apprentissage, n'hésite pas à aller voir d'autres personnes, va voir ailleurs. Continue à apprendre avec d'autres. Bref, sois libre, suis ta voie, deviens ce que tu dois être. Ce n'est pas simple à faire, parce qu'émotionnellement, évidemment, au bout de plusieurs années, on s'attache aux élèves. C'est logique. Du point de vue de l'étudiant, on vient en shiatsu attiré par une technique manuelle, corporelle, pour certains énergétique. La MTC apparaît dans la formation comme un corpus théorique, pas toujours digeste, d'où la question, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer ? La grande question qui revient toujours. La réponse est oui et non. Ça dépend exactement de ce que l'on veut en fait, de qu'est-ce que l'on cherche dans notre pratique du shiatsu. Pour moi, et puis je suis pas le seul à le dire en fait, je reprends une espèce de nomenclature qui est assez courante, on peut grosso modo dire, et c'est absolument pas méprisant ni un jugement, on peut dire qu'il y a 3-4 niveaux dans le shiatsu. Le premier, c'est le shiatsu familial, un niveau assez simple. On apprend une petite année, et puis ensuite on peut s'occuper des siens, de sa famille, de ses enfants. Et c'est déjà très chouette en soi, d'avoir un outil dans les mains qui puisse faire du bien à son entourage, c'est super, non ? Et puis c'est un bel outil aussi de communication non verbale dans une famille, entre les membres d'une même famille. Moi je trouve que c'est excellent. Le second niveau, ce serait le shiatsu dit de bien-être. C'est une catégorisation qu'on retrouve dans les fédérations. La personne veut faire du bien autour d'elle, mais elle veut aussi en faire un métier et gagner un peu d'argent avec ça. Tous ceux et toutes celles qui font ça, je trouve ça formidable. Parce que le bien-être, c'est souvent la porte d'entrée vers une prise de conscience de la santé, non ? C'est un formidable outil de prévention aussi, parce qu'on va baisser les niveaux de stress et donc de cortisol, on va développer le plaisir du corps et de la peau à recevoir une séance, et puis on va aussi peut-être avoir vraiment cette notion de se dire « tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ?» C'est pour ça que je dis que c'est la porte d'entrée vers la prise de conscience de son état de santé. Le niveau suivant, c'est un shiatsu plus énergétique qui cherche, lui, à rétablir l'équilibre corporel et psychique et émotionnel d'une personne, c'est-à-dire avec une approche un peu plus pointue déjà. Voilà, enfin la manière dont le shiatsu a été conçu au Japon, clairement, ça a été dit dans les textes fondateurs que c'est une thérapie manuelle, donc c'est une approche thérapeutique pour prévenir les déséquilibres autant que rétablir le bon fonctionnement du corps. C'est pas moi qui le dis, encore une fois, ce sont les Japonais qui ont mis au point cette technique. Mais pour arriver à intervenir sur le système respiratoire ou digestif ou musculaire, nerveux, etc., il faut à la fois une bonne connaissance du corps, de l'anatomie, de la physiologie, mais aussi de la psychologie, des émotions, de l'énergétique, etc. Dans le contexte extrême-oriental où est né le shiatsu, le bain culturel médical est celui de la médecine chinoise, où en japonais on dit médecine Kampo. D'ailleurs, médecine Kampo, ça veut dire la médecine des Han, le peuple majoritaire des Chinois. Donc ma réponse est oui, on peut se passer de la médecine chinoise si on ne veut faire que du bien-être, mais dès qu'on passe ce stade du bien-être, il faut un peu plus. Ce plus, c'est un système cohérent qui a fait ses preuves dans le temps. Là, on a une histoire de minimum 2000 ans. Ça devrait déjà aller, je pense, comme preuve. Et puis aussi, surtout, qui continue à être actif, vivant et à explorer. Il faut savoir que tous les ans, en Chine, et pas que en Chine, Japon, Corée et Vietnam, il y a des centaines d'articles scientifiques qui sont produits pour prouver l'efficacité, les traitements et plein d'autres choses, et comment on aborde telle ou telle pathologie. Alors, et là, c'est rarement traduit en anglais, et c'est ce qui fait croire aux Occidentaux que c'est une vieille médecine qui est morte. Mais c'est pas le cas du tout, au contraire, c'est extrêmement vivant et très performant. Donc la médecine chinoise, elle répond à tous ces critères. Elle permet l'accès à une masse d'informations proprement hallucinante en fait. Encore faut-il l'apprendre, la tester, découvrir son fonctionnement. Voilà, alors le drame, selon moi, du shiatsu, c'est que la plupart des écoles ont réduit à peau de chagrin la connaissance de la médecine chinoise, dite MTC, médecine traditionnelle chinoise. Parce que qu'est-ce qu'on voit partout ? Fondamentalement, deux choses, le yin-yang et les 5 éléments. Déjà, les 5 éléments, c'est une mauvaise traduction du terme wuxing en chinois, qui veut dire les 5 mouvements ou les 5 phases. En faisant cela, on fige dans la matière les éléments, alors que toute la médecine chinoise repose sur un seul principe, le mouvement, la dynamique de la vie, qui ne doit pas s'arrêter, qui ne doit pas stagner. Alors, si on pense à ces deux cadres théoriques, le yin-yang et les 5 mouvements, en fait, il nous manque plein de choses. Et le gros problème que rencontrent les étudiants qui deviennent professionnels, c'est que rapidement, ils sont dans la pratique bloqués par un manque de connaissances.
les premiers cas un peu complexes qui leur arrivent entre les mains, c'est tout de suite impossible à solutionner. Ceux qui ensuite vont faire l'effort d'apprendre la MTC de manière plus poussée, souvent vont aussi se décourager parce qu'ils ne savent pas forcément comment l'utiliser et surtout l'inclure dans du shiatsu, parce qu'on n'est pas des acupuncteurs. Ça ne consiste pas à appuyer sur 3-4 points pendant 1 heure. On est sur une technique qui est très particulière. Si les bases sont les mêmes, l'approche n'est pas la même. Pourtant, il est tout à fait possible de mettre en place une méthodologie qui permette d'intégrer les principes de la médecine chinoise dans le shiatsu. Et sur ces bases de la MTC, on va pouvoir répondre à toutes sortes de problématiques. Alors pas tout, absolument tout, le domaine de la santé est quasiment infini, mais quand même déjà beaucoup de choses. Et quand on pense qu'on n'a pas d'outils et qu'on n'utilise que nos doigts, c'est déjà relativement remarquable. Si on ne fait pas le chemin de l'apprentissage de la MTC jusqu'au bout, on s'énerve, on abandonne, et surtout on va conclure que tout ça, ça fonctionne pas, et que c'est du bullshit, comme on dit de nos jours, qu'on peut se contenter de la dimension mécanique et corporelle. Bref, devenir une sorte de kiné à l'oriental, mais le shiatsu, c'est pas ça, ce n'est pas ça. Et la MTC, comme toutes les disciplines complexes, plus on l'explore, plus on mesure son étendue, et plus nos propres limites nous apparaissent. Oui, c'est Socrate qui disait « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et puis un peu plus tard, il y a Einstein qui a repris ça un peu différemment. Il a dit, lui, « Plus j'apprends, plus je réalise combien je ne sais pas ». C'est grosso modo la même chose. Mais c'est le propre du savoir, en général, de tous les savoirs. Je dirais tant mieux. Tant mieux qu'on s'aperçoive que c'est infini, et tant mieux qu'on s'aperçoive que c'est sans limite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin à l'apprentissage, et au lieu de désespérer, on devrait plutôt se réjouir. Parce que ça veut dire qu'on va jamais s'ennuyer, en fait. Alors, concernant la médecine chinoise, c'est encore plus retors que ce que tu imagines. La médecine traditionnelle chinoise, c'est la version créée sous l'ère Mao, dans les années 50-60. Les premières campagnes communistes sur la société chinoise ont éradiqué tout ce qui était philosophe, astronome, calligraphe, maître d'arts martiaux et les médecins classiques, en fait, avec les aiguilles, les plantes, etc. Et donc, soit ils ont été en gros assassinés lors des premières grandes purges communistes dans le pays, sur la société, ou au mieux ils ont fui à Hong Kong, Taïwan, Macao, et surtout sur la côte ouest américaine. D'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est là qu'on va trouver les meilleurs spécialistes et ceux qui ont conservé les vieilles approches, qui ont le savoir le plus approfondi, on va dire. Mao, lui, ce qu'il a fait, une fois qu'il a éradiqué tout ce petit monde, il s'est tourné vers son ministre de la Santé. À l'époque, c'était un certain He Cheng, et qui, de 1954 à 65, a été chargé de créer un système, selon Mao, à l'occidental. Sauf qu'il a été bien obligé de lui dire, non, on n'a pas les médecins formés, on n'a pas les universités, on n'a pas les médicaments, et puis on n'a pas les hôpitaux, et on n'a pas l'industrie pharmaceutique qui va avec. Et alors Mao s'est un peu énervé, et puis il lui a dit, voilà, on va essayer de quand même rapprocher un peu la médecine chinoise, et de la faire renaître, on va recréer des instituts. Et c'est ce qu'a fait son ministre de la Santé, il a recréé des instituts, avec quand même un problème de taille. C'est que tous les maîtres dont je parlais tout à l'heure ont disparu, ou ont fui à l'étranger. J'exagère parce qu'il en restait quand même 2 ou 3, mais le mal était fait. Et les gens qui restaient, c'était plutôt les jeunes qui étaient très enthousiastes. Ce début du communisme, c'était des étudiants qui, pour la plupart, n'avaient pas fini leur curriculum. Il faut savoir que en Chine encore aujourd'hui, pour être un bon acupuncteur, il faut minimum 6 à 8 ans de formation. Et si on veut être un spécialiste, c'est 12 ans. Je parle de plein temps, c'est pas une formation le week-end. Donc la version dite de médecine traditionnelle chinoise aujourd'hui, alors avec des guillemets, c'est la version pour débutants. C'est une version un peu, tu sais, comme la collection Les livres pour les nuls. Alors ça va choquer du monde que je dise ça. Mais la version médecine traditionnelle chinoise créée sous l'ère Mao, c'est pas une version ni complète, ni tout à fait stable. En fait, il y a pas mal de choses un peu bancales. Donc on apprend ça, mais à un moment ou un autre, on se dit, mais il y a des trucs qui sont pas toujours cohérents, pas toujours fonctionnels. Et puis un jour, peut-être tu tomberas sur ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine classique, celle qui est notamment dans le classique de l'Empereur jaune. Il existe aussi des livres plus anciens, difficiles à trouver, mais ça existe. Et tout ça est d'une complexité sans commune mesure par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est là aussi que tout va prendre sens, un sens solide, basé sur vraiment une vision du monde qui est beaucoup plus globale et en même temps beaucoup plus terre-à-terre. C'est les deux à la fois. Global dans le sens, il y a tout ce qui est astronomie qui rentre en ligne de compte, mais plus terre-à-terre dans le sens où on va revenir à l'anatomie.
Finalement, c'est du bon sens. Quand on regarde l'explication la plus proche qu'on a anatomiquement des méridiens, la meilleure piste aujourd'hui, c'est celle des fascias. Les fascias, ils retiennent l'eau, ils la font circuler doucement, mais surtout par frottement des minéraux qu'ils contiennent, on obtient un phénomène appelé piézoélectricité, et ça suit les bandes de fascia, donc on retrouve plus ou moins les méridiens. Mais avant, à l'époque classique où on n'avait pas la compréhension du mécanisme des fascias, qu'est-ce que les anciens avaient de plus proche ? Probablement de comparer les grandes artères sanguines avec ce qu'ils appelaient les méridiens. D'ailleurs, le mot qi, qu'on traduit malheureusement maladroitement par énergie, le mot complet en chinois c'est xue qi. Xue, c'est le sang. Donc le terme complet c'est sang énergie si on veut. Les deux n'étant que les deux côtés d'une même pièce de monnaie si on veut. Bref, plus on apprend, c'est sûr, et plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose au bout du compte devant l'immensité de cette médecine chinoise. Et encore, c'est sympa, on n'est que sur la médecine chinoise, on pourrait comparer avec la médecine ayurvédique et tant d'autres à travers le monde. Alors en tout cas, c'est passionnant, et puis on n'aura jamais assez d'une seule vie pour tout étudier et tout comprendre. Pour entrer dans le détail des outils qu'offre la MTC, est-ce qu'il est possible de les lister par exemple ? Tu veux dire quoi par là ? Les théories, c'est ça ? Les théories principales. Je liste les théories, oui, ok. On peut les organiser à la façon des lentilles, tu sais, sur un microscope. Quand on met une boîte de pétri sous un microscope, on regarde à l'œil nu, on dit que c'est la lentille 1, c'est l'œil nu. On voit la boîte de pétri, on voit grosso modo ce qu'il y a dedans, mais on peut pas voir le détail, on peut pas voir les bactéries par exemple, ou les champignons qui pourraient se développer. Donc avec cet outil, ok, tu as la globalité, et si tu veux pousser un petit peu, il te faut une lentille qui grossisse par deux, un x2, et le x2 en médecine chinoise, dans le cadre théorique, c'est le yin-yang que tout le monde connaît. C'est ce qui permet de séparer toutes les choses en deux aspects opposés et complémentaires à la fois. Alors, si on file la métaphore du microscope, on continue et on passe sur le x3. Le x3, ce serait le cadre théorique Terre-Homme-Ciel. Et ça, c'est un système qui est, à mon sens, trop peu étudié dans les écoles de shiatsu aujourd'hui, et qui d'ailleurs n'a pas que des côtés, on va dire, un peu philosophico-spirituels. Non, c'est aussi très pratique, notamment dans la division des sections du corps. On peut faire des choses avec ça. Et toutes les théories, d'ailleurs, au passage, n'auraient aucun intérêt, parce que les Chinois sont des gens très pratiques, les anciens Chinois. Donc, aucune théorie n'est une théorie pour juste le plaisir intellectuel. Il y a toujours un pendant pratique derrière, et le plus vite possible, c'est le mieux. En x4, on grossit notre lentille, on est en x4, ce sont les 4 directions. Sur la boussole, ce sont les 4 saisons. C'est les 4 mouvements de l'énergie, vers le haut, vers le bas, en expansion, en contraction. Après, on a les fameux 5 mouvements en x5, qui sont des forces primordiales de la nature. Alors, au passage, c'est toujours intéressant d'expliquer un peu les choses. Il faut savoir que ce système des 5 mouvements ou 5 éléments, entre guillemets, existait aussi dans d'autres peuples à travers le monde. Chez les Indiens d'Inde, dans l'Ayurveda, chez les Celtes en Europe, chez les Japonais dont le système est un rien différent de celui chinois, puisque un des 5 mouvements c'est le vide. Et en fait, les seuls à n'avoir que 4 éléments, c'était les Grecs. Les Grecs qui ont théorisé les 4 éléments, c'est un certain Empédocle, si je me souviens bien. Et tout ça, c'est la base de notre civilisation, c'est la base de notre vision du monde. Alors, quand on met 4 choses côte à côte, 4 points par exemple, on obtient un carré. Et un carré, ça roule pas, c'est pas dynamique. Plus tard, Aristote a eu l'intuition qu'il manquait profondément quelque chose, mais comme il ne trouvait pas quoi, il appela le 5e élément qui manque l'éther. Quelque chose d'éthérique, c'est quelque chose qu'on n'appréhende pas, qu'on ne comprend pas et qu'on peut éventuellement sentir, mais on ne peut pas vraiment le toucher du doigt. Et elle a toute la quête qui va se suivre pendant des siècles, à travers le Moyen-Âge, la Renaissance, c'est la recherche de la quintessence, notamment à travers l'alchimie. Alors, je ferme cette parenthèse-là et on continue. Après les 5 mouvements, dans la médecine chinoise, on a les 6 couches, et puis après on a les 7 blessures, et puis sur 8, on a les 8 plans du corps, on a les 8 directions du corps, les 8 vaisseaux merveilleux, les 8 principes thérapeutiques, etc., etc. Donc, tu vois comment c'est organisé de manière logique, construite de manière progressive, et chaque cadre théorique avec un chiffre, parce qu'il y a toujours un chiffre, nous indique qu'on va plus loin dans le détail. Et que notre travail à nous, c'est de pouvoir avoir les outils qui permettent de zoomer, mais aussi de dézoomer, pour comprendre ce qui se passe dans le détail et dans la globalité. Et ça, c'est tout notre travail de shiatsushi, c'est de voir le global et de voir le détail. Et si on n'a pas les deux, ça va être compliqué de traiter correctement les personnes qui viennent nous voir.
Encore une fois, si on n'a que le yin-yang et les 5 mouvements sur à peu près 10 cadres théoriques différents, il manque 80% du total. Donc c'est normal qu'on soit bloqué, c'est normal qu'on n'y arrive pas. Et donc l'idée, ce n'est pas de considérer chacune de ces théories comme la clé miracle capable de tout expliquer et de guider un traitement, mais plutôt de chercher laquelle ou lesquelles vont correspondre au cas concret auquel on est confronté et vont permettre d'accompagner efficacement la personne. Oui, c'est ça, et surtout de donner au praticien, à la praticienne, un sentiment de confiance dans son travail. Parce que si on est bloqué sur un système, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y en a une bonne dizaine, donc il en restera toujours 8 ou 9 de disponibles qu'on va pouvoir tester, essayer, etc., etc. Donc on a bien plus d'outils à sa disposition qu'on l'imagine en fait. Encore faut-il les apprendre. L'image que j'utilise souvent quand je donne cours, c'est celui de l'éventail. Une sorte de slogan qui revient facilement chez moi, c'est de dire ouvrir l'éventail. Je te donne l'explication de l'éventail, c'est si on a chaud et qu'on veut de l'air et qu'on ne sait ouvrir qu'un pan de l'éventail, c'est-à-dire, mettons, je ne connais que les 12 méridiens. Eh bien, je vais pas aller loin et je vais pas avoir beaucoup d'air. Mais si je connais l'anatomie, la physiologie, la psychologie, l'émotionnel, la symbolique, l'énergétique, les 12 méridiens, les 8 vaisseaux merveilleux, les 16 méridiens de communication, les familles de points, etc., je peux ouvrir tout mon éventail. Et là, effectivement, dès que je vais bouger un peu l'éventail, je vais avoir beaucoup de vent, ça va me rafraîchir. J'ai beaucoup plus de puissance dans mon traitement et on peut dire que c'est nettement mieux. Considérer le shiatsu comme une voie, cela implique que la personne elle-même se transforme au fil de sa formation et de sa pratique et que cette évolution est sans fin. De toute façon, on évolue toujours quoi qu'on fasse. Ne serait-ce que parce qu'on vieillit, tout simplement. Regarde, François Olivier, quand tu avais 8 ou 10 ans, ta priorité dans la vie, c'était quoi? C'était de jouer avec des Lego ou des Playmobil, donc des morceaux de plastique en gros, avec des couleurs. Mais comment le sais-tu? Aujourd'hui, si tu regardes tes priorités en tant qu'adulte, les jouets en plastique ont un peu disparu de ton quotidien, non? Donc même chose dans une technique, une discipline, un artisanat, un art, c'est toujours pareil en fait. Tu commences par les bases, tu les intègres. Puis tu passes à des cours avancés, tu les intègres. Puis tu travailles tous les jours, tu intègres tes expériences. Puis un jour arrive le moment où tu as atteint une certaine maturité. Et cette maturité, elle va te permettre de théoriser ce que tu as fait, d'écrire dessus, de donner des cours, etc. Mais la maturité que tu atteins à un instant T, elle va être dépassée par la maturité que tu auras 1 an plus tard, puisque tu continues à travailler et à progresser. Tout ça, c'est le mouvement de la vie, en fait. Pour moi, il n'y a rien de plus triste qu'une personne qui n'évolue pas. Même s'il n'y en a pas beaucoup, la plupart des gens évoluent sans s'en rendre compte. On devrait tendre à continuer le mouvement de l'évolution, avec l'âge à devenir plus aussi calme, tranquille, et pouvoir regarder les choses avec apaisement, non ? Alors, ta question parle aussi de vivre le shiatsu comme une voie. On va dire, pour faire moderne, la voie, c'est du développement personnel, quelque chose comme ça. Alors, moi, j'aime bien la voie au sens traditionnel, dans la vision japonaise ou chinoise. Le chemin sur lequel on marche, le chemin sur lequel on chemine, exactement. Le shiatsu est communément, en japonais, désigné sous la forme de shiatsu-do. Le do, c'est la voie. Ça parle d'une chose très particulière, ça veut dire que si c'était qu'une technique, on utiliserait en japonais un autre terme qui est le terme jutsu. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on distingue, par exemple, le jujutsu du judo, l'aiki-jutsu de l'aiki-do. Quand on n'est que au niveau technique, on utilise jutsu. Mais c'est pas le cas, en japonais, on utilise le mot shiatsu-do. Donc ça nous informe sur plusieurs choses. D'abord que c'est une voie, donc ça va être long, exigeant, mais aussi passionnant et sans fin et forcément transformateur, à la fois de la pratique, de l'étude, et de l'individu qui le pratique et étudie. Par contre, croire qu'on peut suivre une voie en une formation express d'un week-end, de tout apprendre en ligne sans jamais toucher un corps, comme je vois parfois sur Internet, ça me rend fou. C'est un leurre total. Même se dire qu'on peut apprendre ça en 1 année, c'est un leurre. C'est pour ça que j'ai toujours comme point de référence, quand je rencontre un professeur quelque part, ou un praticien, le nombre d'années passées à transpirer sur son tatami, ou sur sa table de massage. Parce que quand quelqu'un arrive et vient vous dire voilà, j'ai 40 ou 50 ans d'expérience, même si j'adhère pas à ce qu'il dit ou à sa pratique, mais je ne peux que me taire et respecter cet engagement dans la durée parce que je sais que ça transforme l'individu profondément. Imagine-toi
Aujourd'hui, tu es relativement encore assez jeune dans la pratique du shiatsu, et projette-toi à 40 ans de métier. C'est un truc complètement fou quand on y pense. On ne peut pas apprendre vite, et encore moins seul. Et c'est là que la rencontre avec l'enseignant est primordiale. C'est là que tout se joue en fait. L'enseignant, c'est lui qui nous enthousiasme, je l'ai déjà dit. Il nous emporte dans son monde, et il nous fait un peu briller les yeux aussi. Et ça ne veut pas dire que ça va être de tout repos. Un bon enseignant est aussi quelqu'un qui est exigeant, mais à la hauteur des capacités de l'étudiant, à la hauteur aussi des attentes et des demandes de l'étudiant. D'accord ? Si par exemple un étudiant dit « je viens parce que je cherche à me comprendre, à évoluer », c'est pas le même degré d'exigence de quelqu'un qui dit « moi je veux être un super praticien de shiatsu, je veux être le meilleur de mon village, le meilleur de ma ville, le meilleur de ma région, voire le meilleur du pays ». Voilà, on a des degrés d'attente qui sont pas les mêmes et donc des degrés d'exigence qui sont pas les mêmes. Et tu parlais tout à l'heure de la nécessité, à un moment, de se séparer de son enseignant, d'affirmer sa propre vision du shiatsu. Est-ce que cela repose uniquement sur une conscience et une conviction intime, ou est-ce qu'il existe des éléments objectifs qui attestent qu'une personne est prête à franchir cette étape ? Ah, la relation à l'enseignant, c'est toute une aventure. D'autant plus que lorsque l'on commence ce genre d'études, en shiatsu, on est déjà adulte, on n'a pas 18 ans. On n'a plus, comme dans le système scolaire, à supporter quelqu'un qu'on n'a pas choisi, qui nous soit imposé par le système scolaire, justement, ou universitaire. Là, ici, on choisit. On choisit de faire ça, et on choisit le professeur. Je précise qu'un enseignant, c'est pas un maître. Le maître, ça n'existe pas. Le maître, c'est dans les yeux des personnes qui le regardent. Et éventuellement qui vont se mettre à l'adorer, mais c'est pas le problème du prof, c'est le problème des étudiants. Et un bon professeur, normalement, s'auto-décrédibilise dès qu'il y a ce genre de réaction pour casser un peu ce phénomène. Un enseignant, c'est juste un être humain, avec des points forts, des points faibles, et ça, c'est valable qu'on soit argentin, français, cubain, marocain, japonais, peu importe, pour tout le monde, c'est la même chose. On peut distinguer différentes étapes dans la relation, ce serait de dire qu'il y a d'abord la rencontre, avec peut-être un peu de fascination au début, mais c'est ce qui attire. Puis il y a une routine qui va s'installer, créer une relation un peu plus stable dans le temps. Et on peut aussi arriver à un moment où l'étudiant va s'identifier à son enseignant, il va chercher à l'imiter. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la phase d'imitation. Je veux dire, tous les mammifères font ça, on n'est pas différents. Et puis un jour, il faudra bien que l'on trouve qui on est, soi-même. Ce qui nous amène au bout de la formation. Et là, il y a le moment où il faut se quitter. Alors la plupart du temps, cela se fait tout à fait naturellement. Parfois aussi, l'enseignant sent qu'il y a quelque chose et il va couper brusquement les liens. C'est très asiatique de faire cela, c'est pour éviter toute forme de sentimentalisme par la suite. C'est assez dur à vivre, mais quand on y pense, c'est très sain. Comme ça, il n'y a pas d'idéalisation ni de regret. On peut avoir plein de bons ou de mauvais souvenirs avec son enseignant. On peut aussi, quels que soient ses souvenirs, reconnaître la valeur de ce qui a été transmis. Et ça, c'est le plus important, je pense. Bon, on va peut-être plus tard chercher à le revoir, partager un moment, un repas, ou dire, voilà, j'aimerais travailler sur tel ou tel projet avec lui, mais ça ne doit jamais tourner à une sorte de culte de la personnalité, parce que ce sera forcément malsain, parce qu'il s'agirait de développer une relation de pouvoir. Donc, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, quand on y pense, c'est de rendre les gens libres. Quand on regarde la relation prof-étudiant, d'ailleurs, au passage, c'est un peu comme les 4 phases de l'énergétique. D'abord, on a Kimusubi, c'est-à-dire on crée le lien. Kinagare, on fait circuler la technique, la relation, l'énergie, les paroles, etc. Kiawase, on cherche vraiment à s'harmoniser avec le professeur. Et puis Kihazuchi, c'est le moment où on se détache, on se quitte. Cette expérience, tu l'as vécue des deux côtés, d'abord en tant qu'étudiant puis comme enseignant. Quel regard tu portes sur l'évolution à long terme des étudiantes et étudiants qui se sont affranchis ? Est-ce que tu abolis par principe tout jugement ou est-ce qu'il peut t'arriver de considérer qu'une personne fasse fausse route ? Oui, alors là, je ne porte vraiment aucun regard particulier sur mes anciens étudiants parce que ce qu'ils vivent ensuite ne m'appartient plus, en fait, c'est leur chemin, c'est leur vie. Avec l'âge, avec la méditation aussi, et pour moi, je dirais que tous les chemins sont bons, parce que l'important, c'est pas de forcément réussir. La notion de réussite, c'est une idée compétitive, très masculine d'ailleurs au passage, et repris jusqu'à l'écœurement par une société productiviste et capitaliste. Rappelons ici une évidence. À la fin, tout le monde meurt. C'est dit, c'est simple, c'est facile, mais quand on part de ce point de vue-là, ça change l'optique des choses. Et par conséquent, la seule question qui se pose, c'est pas de savoir si on est bon ou pas,
si on a réussi ou pas, si on est reconnu ou pas, si on a du succès ou pas, si on a raison par rapport aux autres ou pas. Mais plutôt, quelle somme d'expériences on a acquis dans cette vie, histoire de ne pas avoir à les refaire éventuellement dans la prochaine vie si on croit en la réincarnation. Bon, à mes étudiants, je dis toujours, ne soyez pas sages. Mettez le chaos dans une classe et faites toutes les erreurs possibles et imaginables, parce que c'est de celles-ci qu'on va véritablement apprendre. Si on cherche toujours à être parfait, le bon élève de la classe, à réussir du premier coup, on va rien apprendre en fait. Enfin si, on va apprendre une chose. Mais on n'aura pas appris toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Donc, si je réussis du premier coup, j'apprends une chose. Si je réussis la 10e fois, j'aurai appris entre-temps 10 choses différentes. Et si un jour, l'étudiant devient à son tour professeur, plus tard, il aura l'expérience de ce qu'il ne faut pas faire. Et pourquoi il ne faut pas le faire? Parce qu'il est passé par là. Et donc ça fait un professeur beaucoup plus riche qu'un bon élève, à mon sens, hein. C'est ma vision des choses. Donc je dis toujours, mettez le bazar et faites des erreurs. Parce que si on n'est pas là dans une classe pour faire des erreurs, ça veut dire qu'on n'est pas là pour apprendre en fait. On est là juste pour obéir à des injonctions. Et c'est pas du tout la même chose. Pour moi, ça passe par essai, erreur, jusqu'à ce qu'à un moment on comprenne la mécanique, et puis qu'on réussisse. La seule chose que je recommande aux anciens étudiants aussi, c'est de ne jamais s'arrêter de pratiquer et d'étudier. Parce que les deux vont de pair. Après, l'étudiant va progresser en étudiant, en pratiquant, mais la direction qu'elle prendra dans le futur, ou même déjà actuellement, ça la regarde. C'est pas le travail de l'enseignant de fliquer ses anciens étudiants, c'est pas du tout le travail. C'est sa vie, on peut dire même c'est sa destinée si on veut. Et il ne faut jamais arrêter le mouvement qui nous pousse à grandir, à évoluer, à nous transformer. Certains vont suivre le chemin du shiatsu et uniquement celui-ci, d'autres vont y ajouter d'autres techniques, de l'hypnose, de l'ostéopathie, du massage thaï, de l'analyse systémique et que sais-je encore. Ça leur appartient. Il n'y a pas une voie, d'accord? Il y a des voies et elles sont toujours individuelles. Sinon, il n'y aurait pas de libération de la personne à travers sa pratique. Il n'y aurait pas de liberté individuelle à choisir son chemin. C'est Gandhi qui disait « Il y a autant de chemins vers la vérité qu'il y a d'êtres humains ». Mais surtout, il y a ce proverbe chinois, hyper connu, qui dit « 1000 chemins mènent toujours au sommet de la montagne ». D'accord ? 1000 chemins mènent au sommet de la montagne. Mais là-haut, la vue est toujours la même. L'important, c'est de se réaliser et à la fin, d'être heureux et satisfait de ce qu'on a fait pendant cette vie. Merci Yvan pour cet éclairage très enrichissant. À bientôt. Merci à toi et à bientôt. J'espère que ce sujet aura intéressé nos auditeurs et au plaisir de te revoir. Yvan Bell, que l'on peut également lire. Ton ouvrage L'Esprit du Shiatsu est publié aux éditions Chariot d'Or. Merci à vous, auditeurs, de votre intérêt et de votre fidélité. Cet épisode est à retrouver comme les précédents sur le site de Ryoho Shiatsu, mais aussi sur les principales plateformes Spotify, YouTube et les autres. Certaines de ces plateformes permettent également de commenter ou d'évaluer les podcasts. Ne vous en privez pas, exprimez-vous. Et si vous aimez notre travail, partagez-le et faites-le connaître. À bientôt.